Donc, merci d'être venu, de vous joindre à nous ce soir, que ce soit ici au centre ou que ce soit en vidéo, puisqu'en fait nous sommes suivis par un certain nombre de gens, pas mal de gens qui nous suivent en retransmission. Donc, merci beaucoup d'être là ce soir pour cette conférence qui sera le progrès selon Teilhard de Chardin. Alors, avant de commencer, je vais vous parler très rapidement du centre Teilhard de Chardin lui-même. Vous savez que c'est un centre jeune. Nous avons fêté nos 1 an hier, dimanche, le 2 juin. Donc nous apprenons et nous avançons. Et la vocation de ce centre est de créer un dialogue entre science, spiritualité et philosophie pour donner plus de place à la fraternité dans le monde d'aujourd'hui. Pour arriver à ce but, nous avons des conférences, des conférences animées par notre conseil scientifique. Nous avons des conférences comme ce soir, ou des soirées d'échange comme ce soir, qui sont animées par des groupes de réflexion. Et ce soir, c'est le groupe de réflexion Teilhard de Chardin qui vous accueille. Je vous en parlerai un tout petit peu après. Nous avons aussi des tables rondes régulièrement, des formations et des ateliers. Nous avons en gros, toutes les semaines, il se passe quelque chose au centre. Donc mettez-le dans vos agendas, toutes les semaines, il y a quelque chose qui se passe ici. Le centre Teilhard de Chardin est un centre qui est soutenu et qui est financé par la Compagnie de Jésus et par les 4 diocèses d'Évry, de Paris, de Versailles et de Nanterre, et par vos dons. Donc en fait, je me permets effectivement de rappeler que, écoutez, si vous pouvez faire des dons, c'est toujours ce qui nous permet d'animer ce centre. Donc ce soir, la réunion, le progrès selon Teilhard de Chardin, organisé par le groupe Teilhard de Chardin. Notre groupe est un groupe d'une dizaine de personnes qui est ouvert à toute personne qui serait intéressée à se joindre à nous. Le but est d'étudier la pensée, mais surtout dans une vision d'actualité. C'est-à-dire effectivement surtout voir comment la pensée de Teilhard de Chardin peut nous amener des clés de compréhension, d'explication sur les phénomènes actuels, que ce soit des phénomènes de guerre, que ce soit des phénomènes économiques, que ce soit des phénomènes sociaux, sociétaux. Souvent, en lisant Teilhard de Chardin et dans la pensée de Teilhard de Chardin, on peut trouver des informations qui sont très intéressantes et stupéfiantes d'actualité. Donc notre groupe et la conférence de ce soir rentre, je dirais, dans cette activité qui consiste à le progrès. C'est définitivement quelque chose d'actualité. Et le progrès selon Teilhard, vous allez voir que Teilhard a une vision des années 30 qui est très, très éclairée sur effectivement ce progrès et cette dynamique du progrès. Nous organisons aussi des ateliers. Alors les ateliers qui sont plutôt des ateliers d'échange entre 12h et 14h, où là, on prend une idée et on essaye de voir ensemble, donc quand je dis ensemble, c'est l'ensemble des participants, d'échanger et de voir effectivement ce que cette idée, la vision qu'ils en ont, et de voir effectivement comment effectivement, cette idée peut être aussi vue par Teilhard de Chardin. Donc voilà, ce sont nos activités principales. Encore une fois, donc, nous avions eu la chance d'inaugurer pratiquement la saison des événements 2023-2024 en décembre. Nous avions reçu une auteure, Mercé Prats, qui est une bibliographie de Teilhard de Chardin. Et là, nous avons le plaisir de clore plus ou moins la saison, puisqu'en fait, nous sommes aux saisons scolaires, c'est-à-dire qu'en fait, nous arrivons à la fin de l'année 2023-2024. On reprendra très activement à partir de septembre. Mais donc, effectivement, c'est un des derniers événements pratiquement, et nous sommes très contents de pouvoir l'animer. Alors, nous avons Anne Melin, qui est avec nous. Anne Melin est directrice d'une société spécialisée dans la rénovation de sites de patrimoine public ou privé. Et c'est aussi la personne qui a réalisé
l'exposition que vous pouvez voir derrière vous, qui s'appelle « Ensemble, construisons la Terre », avec Pierre Teilhard de Chardin, François d'Assise et François Cheng. Et deuxième intervenant, bonsoir, Frédéric Casotti. Frédéric est écrivain, enseignant, critique, et son dernier livre s'appelle Stéphane Eke, Vie et trépas d'un maudit. Voilà. Bien, écoutez, Frédéric, je te passe la parole et commence. Merci Jean-Charles. Alors, j'ai été chargé d'un propos, je dirais général, pas liminaire, parce qu'il regroupe pas la moitié du temps de parole, mais un propos, on va dire, général sur le progrès, sur cette notion, de façon à voir à quoi cette notion de progrès renvoie, à quoi le progressif, enfin, l'articulation entre les différentes notions, ce à quoi cela renvoie et à quelle autre notion cela peut s'opposer, pardon. Et nous verrons voilà, également quelles sont les limites de ce progrès et quelle est l'articulation avec la science, l'éthique, etc., etc. Alors, le programme est assez chargé, donc je vais évidemment tenter de tenir l'emploi du temps sans y aller à la cavalcade. Donc, je pense qu'il ne faudra pas hésiter à me couper si je suis trop long ou me faire répéter si éventuellement c'est dit trop vite. De façon à ce que ce soit. Alors, je ne vous ferai pas intervenir, mais voilà, ce ne sera pas interactif forcément, mais il ne faut pas que ça... J'aurais dû dire, les questions, n'hésitez pas à poser des questions sur le site internet, donc effectivement sur le chat du site internet, posez vos questions au fur et à mesure et nous passerons les questions en revue à la fin. Donc c'est plus fluide. Donc en fait, ceux qui sont avec nous ce soir, attendez la fin de la présentation pour poser les questions. Voilà. Alors, dans l'acception générale, le mot progrès a, dans la langue française, on va dire de manière générale, dans la langue commune, le mot progrès a deux acceptions. L'une qui était relativement neutre, qui désigne, alors c'est la deuxième branche, ce qui désigne l'avancement en bien ou en mal. On peut dire par exemple les progrès d'une maladie, et dans une acception qui est plus commune et qui est généralement tacite, le mot progrès désigne un mouvement en avant, en général, dans des domaines particuliers, le tout étant corrélé. Donc on parle instinctivement, intuitivement de progrès technique, mais on y associe généralement le progrès social. Voilà, donc c'est une marche en avant qui est améliorative et qui s'opposerait simplement à un simple changement ou une simple évolution. Du mot progrès, on a tiré le terme de progressisme, qui est un terme extrêmement actuel. Alors, cette doctrine, cette idéologie, prise au sens neutre, renvoie plutôt à la première acception du mot progrès, à savoir que eh bien, c'est une idéologie qui promeut le progrès humain et social sur la base d'un progrès technique et scientifique auquel il serait corrélé. Et pour qu'il y ait progressisme, pour qu'il y ait progrès de façon continue, cela requiert trois conditions. Il y a trois prérequis. D'abord, que l'humanité soit assimilée à un même homme qui ne cesserait d'avancer. Donc cela veut d'abord dire, dans un premier temps, que, ce qui est tout à fait audible et sans doute vrai, que tous les hommes sont égaux, évidemment, mais sont les mêmes. Voilà, qu'il n'y a pas en réalité de différence réelle entre les temps, les époques, les lieux. Voilà, c'est le premier prérequis, puisque pour que l'humanité métonymiée en un seul homme avance de façon uniforme, il faut que l'homme soit un seul. Voilà, encore une fois, quelles que soient les époques et quelle que soit la géographie. Ensuite, deuxième prérequis, il faut que le monde ne soit pas en état stationnaire. Pour qu'il y ait un progrès permanent, il faut qu'il y ait une amélioration continue qui soit possible. Voilà. Le monde doit pouvoir être amélioré indéfiniment sans jamais atteindre la perfection finale. Enfin, troisième prérequis, qui, de mon point de vue, contredit un petit peu le premier, ce serait que l'homme, pour qu'il y ait un progrès continu, que l'homme ne soit pas enfermé dans une essence fixe, mais qu'il ait le pouvoir de se dénaturer en évoluant de façon permanente, ce qui, selon moi, est quelque peu contradictoire avec la première condition, mais tels sont globalement, généralement, les prérequis pour pouvoir parler de progressisme, et c'est ce qui est toujours
je dirais même tacite, dans le discours progressiste. Alors les origines du progrès et du progressisme sont multiples, sont assez anciennes. Nous avons décidé de nous parler que de l'époque, on va dire, que de la modernité, donc qui naît au XVIe ou XVIIe siècle, avec les Lumières, on verra, mais donc, et tout ce qui est immédiatement préalable aux Lumières, ce qui les ont engendrés, donc le progrès de la Renaissance à la Réforme. Alors, tout d'abord, c'est le culte de la raison. J'ai cité Pascal et Descartes, voilà, qui consiste à se référer à la raison, au doute, au bon sens. Le bon sens étant la capacité, tout cela conduit bien sûr par le progrès scientifique, le bon sens étant la capacité à penser de manière juste, c'est-à-dire selon la raison, et la capacité de pouvoir distinguer le vrai du faux, le bien du mal sur le plan moral. Alors vous avez un certain nombre d'auteurs qui ont été à l'origine de cette notion de progrès, qui ont influencé les Lumières et la Révolution française. Vous avez d'abord Condorcet, qui est l'inventeur de cette figure de l'escalier humain. Donc il imagine dans son œuvre qui s'appelle Esquisse d'un tableau historique, les progrès de l'esprit humain, que l'humanité, donc voilà, il représente l'humanité se dirigeant irrésistiblement vers un destin radieux, éclairé par la raison, grâce à l'éducation et aux découvertes scientifiques. Donc l'homme est représenté par l'humanité, est représentée par un homme qui gravit un escalier. Vous avez ensuite les encyclopédistes. On les connaît tous, les principaux en tout cas, Diderot, Turgot, Voltaire, Rousseau, etc., qui ont considéré que les progrès scientifiques de la Renaissance, j'en ai pas parlé, mais voilà, c'est évidemment c'est l'imprimerie, c'est Copernic, etc. Voilà, les progrès scientifiques de la Renaissance ont rendu obsolète une certaine scolastique. Donc l'encyclopédie est représentative d'un nouveau rapport au savoir et sont compilés. Donc c'est la fin, si vous voulez, de l'érudition de l'homme complet à la Léonard de Vinci, et puis sont à l'inverse compilés des spécialités avec une démocratisation du savoir, et c'est l'affirmation de nouvelles valeurs que sont donc la nature, le bonheur, et on en arrive à cette idée de progrès, donc, qui est la réalisation par chaque époque du bonheur collectif. Donc on dérive vers un déisme, en fait, et c'est le sacre de l'esprit bourgeois. Vous avez aussi, à la même époque, ou juste un peu avant, les physiocrates. Bon, je ne vais pas aller dans le détail, mais voilà, ce sont des gens donc, qui ont énormément influencé la Révolution française et l'idée de progrès aussi. C'est-à-dire que, donc, physiocrates, comme rapport à la nature, ils estimaient que seule la nature était créatrice de richesse et que seule l'agriculture crée de la richesse, et que dès lors, eh bien, il fallait, donc on les a surnommés économistes. Selon eux, il fallait travailler la terre, et le rôle de l'État est de protéger la propriété privée. Donc, c'est en réalité assez anti-aristocratique et assez anti-chrétien, parce que cela signifie que le bonheur est à portée sur terre, est à portée de l'homme dès lors que il cultive la terre et profite de ses fruits, et dès lors il y a nul besoin, ou en tout cas moins besoin, de transcendance. Le paradis peut être sur terre. Voilà. Et enfin, vous avez les théoriciens du doux commerce, d'où Montesquieu, qui ont estimé que c'est une philosophie qui est encore cours de nos jours, que par donc, le doux commerce, c'est-à-dire la généralisation des échanges, eh bien, l'humanité, qui ne pourrait plus dès lors se permettre des conflits parce que s'en suivrait une cessation des dits échanges, un appauvrissement, eh bien, par ce doux commerce, les hommes cesseraient de faire la guerre, et l'humanité se dirigerait encore une fois vers son progrès continu. Alors, si on peut changer de diapositive. Alors, à la suite de cela, donc à la suite de la Révolution française et puis des Lumières, vous avez eu d'autres manifestations, alors pour le coup extrêmement topiques, de l'idéologie ou de la pensée progressiste, donc les utopies socialistes françaises du 19e siècle. Bon, là, on arrive à des choses un peu précises, mais voilà, le positivisme juridique,
positivisme, pardon, de manière générale, scientifique et juridique, donc qui met l'accent sur les lois et les explications scientifiques. Donc c'est Auguste Comte, évidemment. Ce sont les prémices des sciences sociales. C'est Auguste Comte qui a inventé le terme sociologie. Donc on applique aux relations humaines et aux phénomènes humains la méthode scientifique, donc création donc ça c'est éminemment progressiste, évidemment, puisque là il y a une parfaite corrélation entre le progrès scientifique et le progrès social, puisqu'on applique encore une fois les lois de la science aux hommes et aux relations humaines. Voilà, et on dérive vers une forme de sécularisation évidemment de la religion, toute une espèce de religion naturelle de l'humanité fondée sur les lois scientifiques et destinée à apporter l'ordre, le progrès et l'amour. J'ai cité par exemple la devise du Brésil qui est ordre et progrès, donc le Brésil ayant été éminemment inspiré par la France du XIXe siècle et par cette doctrine positivisme. Ensuite la République qui est que d'aucuns considèrent comme une sécularisation de la religion, une espèce de saut qualitatif. En fait, la France aurait, je ne sais pas comment dire, échappé, enfin la France n'aurait pas connu le protestantisme, ce qui est vrai de manière générale. Eh bien, le protestantisme, par une sorte de saut qualitatif, protestantisme qui est une sécularisation de la religion, serait arrivé en France par le biais de la République, qui est une sécularisation de la religion, avec son culte qui est celui de la laïcité. Donc la République, donc à partir de la Troisième République, on va dire, la République du XIXe siècle, la seconde partie du XIXe siècle, parachève la Révolution française. Voilà, il y a une sorte de... Alors, l'unicité de la République française réside dans ce que la souveraineté populaire et l'égalité sont les principes mêmes du gouvernement, ce qui était la première fois que cela est arrivé à un tel niveau dans le monde. Et Charles Péguy, qui était à la fois catholique éminemment et républicain éminemment, parlait de mystique républicaine, ce qui veut, de son point de vue, tout dire. Vous avez ensuite, à la suite des Lumières et toujours dans cette philosophie positive, Darwin, la théorie de l'évolution, qui est là, ce sont des découvertes scientifiques qui décrivent le progrès, les progrès de l'humanité, enfin l'évolution de l'humanité, donc les progrès scientifiques. Voilà, donc ce qui est éminemment, évidemment, progressiste, puisque par la science, la nature de l'homme et son évolution sont expliquées et sont caractérisées. Enfin, vous avez les libéraux, ou encore vous avez les libéraux, Jean-Baptiste Say, Adam Smith, etc., puis les néoclassiques. Enfin, en tout cas, ce sont des gens pour qui la terre abonde, si vous voulez, dans la lignée des physiocrates, ce sont des gens pour qui la terre abonde de ressources naturelles, qui sont illimitées, donc gratuites, ce qui permet le progrès constant par l'économie, de l'humanité par l'économie, puisque, d'ailleurs, on vous parle de croissance, ce sont les libéraux qui nous vous parlent de croissance. Il faut, chaque année, que l'économie, le PIB, etc., que la richesse croisse, ce qui est éminemment progressiste en réalité, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas d'à-coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de régression possible, ou en tout cas souhaitable. C'est que par le travail, par la production, par la richesse, par je ne sais quoi encore, par les ressources naturelles, par le travail, l'humanité s'enrichira quasi mécaniquement et indéfiniment. Alors, tout cela est bien beau, mais tout cela peut être contredit, et a été contredit. Alors, quelles sont les critiques principales du progressisme et de la notion de progrès ? Alors, vous avez d'abord la tradition, ce que j'ai appelé moi la tradition. La tradition, c'est globalement ce qui est, on va dire, antérieur au Moyen-Âge, antérieur et extérieur du point de vue philosophique au Moyen-Âge et globalement au christianisme, enfin en tout cas à l'Empire chrétien. Donc la tradition. Alors, le progressisme, comme je l'ai dit en introduction, et le progrès suppose une linéarité, c'est-à-dire une évolution croissante et encore une fois linéaire.
et une conception fixiste du temps. Ce qui est globalement, et donc une évolution positive, ce qui est globalement incompatible avec la notion de tradition, car dans la tradition, quelle qu'elle soit, indienne par exemple, germanique, tout part de Dieu et tout retourne à Dieu. Le temps n'est jamais linéaire, le temps est cyclique. Tout est involution. Par exemple, les hindous considèrent que les Védas contiennent tous les savoirs du monde. Donc tout progrès, en réalité, selon la tradition, eh bien, consiste en un retour en arrière, paradoxalement, une induction. Donc ce qui exclut par définition, enfin une involution, pardon, ce qui par définition exclut la notion même de progrès. Et vous avez un auteur que j'aime beaucoup, Claude Lévi-Strauss, le célèbre anthropologue, qui, dans Race et Histoire, a démontré que non seulement, évidemment, les races n'étaient pas hiérarchisées, mais que les peuples et que les cultures ne pouvaient pas être hiérarchisées, parce que en réalité, tous les peuples avaient la même histoire, enfin la même durée historique. Il n'y a pas de peuple nouveau. Et quand on dit peuple primitif, c'est un peuple en réalité dont les progrès ne sont pas documentés ou mesurés comme nous. Ce que l'on considère, nous, comme évolué ou progressiste, en réalité, c'est ce qui nous ressemble à nous. Voilà, une espèce de biais de conformité, si vous voulez. Et voilà, donc il explique simplement que les peuples dits civilisés sont en réalité des peuples dont, on va dire, l'évolution est d'abord la plus favorable. Alors lui, contrairement à Condorcet, qui prend comme métaphore celui de l'homme, enfin l'homme qui gravit un escalier, Lévi-Strauss, lui, prend la métaphore du lanceur de dés. Il considère que les peuples dits avancés sont ceux qui ont lancé des dés, si vous voulez, et qui ont donné les combinaisons les plus favorables, en réalité. Voilà. Mais il y a, en réalité, il démontre que certains peuples qui sont primitifs ou certains peuples qui ont disparu selon leur culture traditionnelle, les Aztèques, les Incas, les Mayas, connaissaient des règles d'une finesse et d'une complexité inconnue. Par exemple, les Aztèques connaissaient tout ce voilà, la pomme de terre, le maïs, le curare, l'anesthésie, ce genre de choses. Voilà. Simplement, il y a eu une solution de continuité dans la mesure de leur évolution. Voilà. Donc c'est une critique du progressisme, comme je disais, une critique, à mon avis, recevable du progressisme, car tout n'est pas nécessairement linéaire et tout n'est pas forcément retracé. Alors vous avez ensuite la contre-révolution. Malthus, le pasteur Malthus, qui est un économiste et qui estime et rappelle que le progressisme, ni même de progrès, continue de se heurter au fait que si les naissances sont exponentielles, la croissance des richesses, elle, n'est que linéaire, en fait. Et donc, voilà, il y a un moment, selon lui, le progrès est stoppé par cette règle mathématique qui fait qu'on ne peut s'enrichir, en réalité, par, encore une fois, cette règle mathématique. Vous avez la contre-révolution, ça c'est un peu plus complexe, dont les auteurs contre-révolutionnaires, Maistre et Bonald, qui, eux, refusent le point de vue selon lequel les individus font la société, en fait, que les individus feraient masse et feraient société. En réalité, ils rappellent, ils considèrent que c'est la société qui fait les individus. Voilà, et que le progressisme est un renversement complet, parce que, en quelque sorte, les règles sont imposées par la société, si vous voulez, et on ne se contraint globalement qu'en se soumettant à la société, et selon la formule, Dieu et la société, pris du point de vue symbolique. Vous avez ensuite le marxisme. Alors ça, c'est assez contre-intuitif, parce que voilà, je crois que c'est Lénine qui disait le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. Alors c'est vrai que dans le communisme, vous avez quelque chose d'éminemment industriel, d'éminemment technicien, mais en réalité, le matérialisme économique est fondé sur l'historicisme, et donc l'idée même d'un progrès continu
en dehors des rapports de classe et en dehors de l'historicité, n'a aucun sens du point de vue marxiste. Donc le marxisme n'est pas progressiste. Et enfin, vous avez encore les critiques les plus récentes, qui est l'antitechnicisme, Heidegger et Lull, voilà, qui manifestent une neutralité, ce qu'ils appellent une sérénité vis-à-vis du progrès technique, du point de vue métaphysique, mais qui en revanche, condamne le technicisme, c'est-à-dire la soumission en réalité de l'homme à la technique, du point de vue métaphysique. Voilà, il considère que un certain technicisme arraisonne la nature et que, loin de maîtriser la technique, à un certain point, en réalité, c'est l'homme qui est dominé par celle-ci. Il nous reste combien de temps, à peu près? 5 minutes. Alors... je ne donnerai pas d'exemple. Voilà. Alors, maintenant, la question de la science au regard des questions sociales, l'éthique. Alors, il faut bien comprendre que la technique, donc le progrès scientifique et technologique, influence tous les pans de la société, politique, bien sûr, les rapports sociaux, les arts et les mœurs. Voilà. J'ai pris des exemples que je ne développerai pas, mais l'agriculture. Par une sorte de concaténation, eh bien, l'agriculture a donné la sédentarisation, enfin voilà, ce genre de choses. Et évidemment, c'est à chaque fois le progrès technique qui est à la base de tout ça et qui fait complètement évoluer la société sur tous les plans. Encore une fois, l'imprimerie, évidemment, globalement, on passe de l'imprimerie au capitalisme, hein, globalement, enfin, avec des seuils de concaténation, des médiations que je vous épargnerai, mais enfin qui sont absolument certaines. Et évidemment, encore une fois, Internet, il n'y a qu'à comparer. Encore une fois, à tous les points de vue, la société telle qu'elle était il y a 30 ans par rapport à un jour. Et bien se dire que tout ça est dû à Internet de façon directe ou indirecte, d'où, de mon point de vue, encore une fois, le caractère parfois contestable d'un certain conservatisme, puisque la technique et le progrès technologique envahissant tous les secteurs de la société, il est très compliqué de vouloir l'exclure d'un certain champ social ou d'un certain champ ou des mœurs, parce que, encore une fois, la structure d'une société est le plus souvent en fonction de son état technologique et technique. Alors, aporie et dépassement du progressisme vers le transhumanisme. Il y a une césure dans l'idée de progrès. Le progressisme, ce sont évidemment les deux guerres du XXe siècle. Deux grandes guerres qui ont fait, je dirais, 50 ou 60 millions de morts à toutes les deux. Voilà, les grands massacres de masse, les horreurs, les régimes totalitaires. Voilà, donc il y a eu évidemment une rupture dans cette idée, et c'est à cette époque, donc c'est après, dans les années 50, à la suite aussi évidemment d'une évolution technologique, mais qui est apparue eh bien, cette rupture anthropologique et ce saut qualitatif que l'on considère, que l'on dénomme désormais transhumanisme, en tout cas les germes de celui-ci. Terme, semble-t-il, alors c'est débattu, mais qui aurait été pour la première fois utilisé par Julian Huxley, qui est un biologiste, je crois, qui est le frère d'Aldous Huxley dans les années 50, en 1957. Alors là, il s'agit d'un dépassement de mon point de vue du progressisme. On n'est plus dans le progressisme parce que c'est une rupture, c'est-à-dire que ce n'est pas une évolution de l'homme, c'est une transformation orthogénique de l'homme pour parachever et dépasser le processus évolutionniste. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on rectifie l'homme et parfois même en rupture avec une certaine humanité, les catégories humaines traditionnelles étant considérées comme limitantes et considérées comme non valables. On les nie, on les supprime, on les dépasse. Voilà. Et en ce sens, donc tout ça par le progrès technologique, en ce sens, le transhumanisme n'est pas tellement un humanisme, c'est une religion de l'avenir sans révélation et qui est indissociable du capitalisme, puisque je peux continuer encore, qui est indissociable du capitalisme, puisque eh bien, il est promu par des sociétés privées qui réalisent de grands investissements, et d'ailleurs c'est le propre d'à peu près tous les progrès techniques, et d'où les difficultés parfois de les limiter, c'est qu'ils sont promus évidemment par
l'industrie ou par l'économie de guerre. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est indissociable du capitalisme. Et d'ailleurs, on nous vend le transhumanisme comme on nous vend, voilà, on vend l'éternité, l'immortalité, etc. La migration sur Mars, les puces, Neuralink, etc., etc. Donc il y a vraiment une dimension, je dirais, indissociable du capitalisme, même d'une certaine forme égotique du capitalisme voilà, final, en réalité, du capitalisme triomphant qui s'accapare et arraisonne tous les pans de l'activité humaine. Alors c'est une forme de gnosticisme, en fait, de gnose, parce que voilà, c'est la dichotomie entre l'enveloppe charnelle qui est éminemment faillible, pécable, entre le monde matériel d'une part, et puis le monde céleste, libérateur, l'éternité. Voilà, l'enveloppe humaine est imparfaite, elle est corrompue, elle est limitante, alors que grâce au progrès technologique, eh bien, l'homme sera peut-être éternel, sans plus de maladies, etc., etc., sans malheur. Donc et par ailleurs, c'est enfin une religion millénariste, fondamentalement, parce que tout ça prospère évidemment sur bien la destruction de la Terre, la peur. Si on doit migrer sur Mars, eh bien, c'est parce que la Terre va être détruite. C'est élitiste, évidemment, parce que tout le monde ne pourra pas aller sur Mars, tout le monde ne pourra pas se faire implanter je ne sais quoi, etc. etc. Et c'est, encore une fois, et j'en aurai terminé, paraprogressiste, parce que cela opère une rupture avec l'évolution scientifique et anthropologique qui était sous-jacente, comme on l'a vu en introduction, à l'idée même de progrès. Voilà. En conclusion, dernière diapositive, s'il vous plaît, Charles. En conclusion, en conclusion de ma partie et en introduction de la partie d'Anne Molin, la question qui se pose est de savoir si l'on peut et si l'on doit limiter le progrès scientifique. Je dirais globalement que non, parce que je vais vous citer une citation de Gabor qui est donnée. Alors Gabor, c'est un physicien, je crois, il est anglais d'origine hongroise. Mais il n'a jamais fait de recherche. Je crois qu'il a travaillé dans l'industrie et il a eu le prix Nobel de physique, je crois. Et il a inventé quelque chose d'assez connu, je ne sais plus quoi, dans l'industrie. L'holographe, peut-être. Je crois que c'est l'holographe. Voilà, donc c'était un prix Nobel de physique anglais qui avait émis cette sentence que l'on a résumée, que l'on a retenue comme étant la loi de Gabor. C'est sa propre vitesse qui fait progresser la technique, et ceci pour deux raisons. La première est qu'il faut entretenir les industries traditionnelles. La seconde n'est autre que la loi fondamentale de la société technicienne. Ce qui peut être fait techniquement le sera nécessairement. C'est ainsi que le progrès s'applique de nouvelles techniques et crée de nouvelles industries sans chercher à savoir si elles seront ou non souhaitables. Et je rajouterais que une certaine recherche et un certain transhumanisme sont inévitables parce qu'on a tous peur de mourir. Voilà. Et certains ne veulent pas mourir, ce qui est un paradoxe, puisque en réalité la peur de la mort, c'est la négation de la vie. Merci beaucoup pour ce panorama du progrès du progressisme. Et je pense qu'on arrive là à point nommé, justement avec le transhumanisme. C'est une bonne transition pour passer vraiment maintenant à la vision teilhardienne par rapport à cette même évolution du progrès et du progressisme. Et merci Anne donc, de nous expliquer un petit peu comment Teilhard voit tout ça. Merci. Alors en fait, dans la pensée de Teilhard de Chardin, le progrès, c'est une constante, donc il est partout. En fait, toute la vie est un work in progress, si on veut dire. Une création qui est en complète évolution, permanente évolution. Alors, Teilhard parle de progrès biologique. Il parle également, dans le progrès biologique, de progrès organique, de progrès cosmique. Donc, il est vraiment c'est trop loin, vous ne m'entendez pas. De progrès anthropologique, donc on va suivre la flèche de progrès technologique, progrès psychique, progrès spirituel, tout ça est donc mentionné, la notion est mentionnée chez Teilhard. Tout suit la dynamique et la flèche de l'évolution que vous voyez ici.
Pour lui, le progrès technologique, si on fait un focus sur le progrès technologique qui nous intéresse, est clairement une partie fondamentale du processus d'évolution du monde au niveau humain. Une ascension vers une augmentation de conscience, un pôle supérieur de conscience, qui, ça rapproche de ce que tu dis, qui implique le progrès de l'humanité vers un nouveau stade plus évolué qu'il appelle l'ultra-humain, ce n'est pas le transhumanisme, pour finalement converger vers le point oméga que sa foi chrétienne identifie au Christ. C'est un changement d'âge, c'est en raison des progrès de la technologie qui appelle à un changement complet de mode de pensée. On passe tout à fait. La foi au progrès se greffe tout naturellement sur la foi en l'évolution. Et donc Teilhard de Chardin conçoit l'évolution comme un immense processus cosmique de montée en complexité, se déroulant depuis le Big Bang à travers la matière, la vie, l'humanité pensante, pour converger dans un esprit universel, que vous allez voir ici, qui est la noosphère, dans lequel il reconnaissait la figure du Christ de sa foi chrétienne. Ça a été cité dans Teilhard aujourd'hui, qui était la revue de l'association, qui s'appelle Noosphère maintenant. L'homme est un élément constitutif de tout le processus évolutif. Donc ça, c'est un postulat. Le Christ roi d'aujourd'hui est déjà adoré par ses fidèles comme le Dieu du progrès et de l'évolution. Le Christ roi d'aujourd'hui est déjà adoré par ses fidèles comme le Dieu du progrès et de l'évolution, et ça, c'est du Teilhard. Alors, je vais citer beaucoup de Teilhard, parce que c'est lui qui parle, c'est pas moi. C'est trop loin. Alors, pourquoi une tension de fond? Après, vous verrez l'évolution convergente, donc qui va du multiple, c'est-à-dire du chaos, disons, à l'unité. Une tension de fond, c'est Teilhard de Chardin qui a identifié dans le phénomène humain une tension de fond qui traverse la longue histoire du vivant. Inspiré par la biologie, il postule une loi de complexité croissante des éléments dont le développement conduit du simple atome à la société humaine, de l'atome à la molécule, de la molécule à la cellule, de la cellule à l'animal. La vie se complexifie sans cesse, par arrangement et combinaison d'éléments plus simples. Cette complexification croissante s'accompagne d'une émergence progressive de la conscience à travers les différents degrés de la spontanéité du vivant et de la sensibilité végétale et animale. Teilhard dira, trahi par l'accroissement des systèmes nerveux, une marée de conscience se manifeste objectivement sur notre planète au cours des âges. Alors, voilà. On va peut-être garder une seconde cette slide. Je ne sais pas si vous la lisez bien. Donc, ça, ce sont les âges successifs que Teilhard a décelés dans l'évolution. Donc, l'évolution selon Darwin aussi au départ, il faut savoir. Donc, il y a d'abord la cosmogénèse qui est la totalité, le phénomène global de l'évolution de l'univers, du cosmos. C'est un mouvement donc orienté et convergent. Et dans cette cosmogénèse existe une loi qui s'appelle la complexité conscience que j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Ensuite, vous avez la biosphère et la biogénèse, qui est la sphère de la vie. Donc la masse du vivant, vous, moi, tout le monde, émergence et évolution de la vie sur Terre. Après, c'est l'anthropogenèse, étude de l'origine et de l'évolution de l'espèce humaine au sein de l'évolution de la vie. Tout ça, ce sont les degrés que Teilhard a exploités et développés. Ensuite, on monte dans la conscience vers la noosphère, qui est la nappe pensante formée par l'étalement du groupe zoologique humain au-dessus de la biosphère. Et c'est donc l'émergence de la conscience réfléchie, c'est ce qu'il appelle le phénomène humain.
On monte encore en conscience et on devient, c'est l'évolution consciente, savoir plus, et la responsabilité humaine, qui est la conscience dans son sens le plus large, qui va vers l'unification sociale, la socialisation, donc le lien entre les consciences, la planétisation et bien sûr la mondialisation. Et finalement, l'union créatrice, qui est un plus être, qui n'est pas, et qui forme cet un par unification successive du multiple, de tout ce qui est multiple. Et finalement, l'oméga. L'oméga, le point oméga, qui est le point de convergence. Donc, après l'évolution convergente du multiple, on arrive à l'unité totale. Et c'est le point oméga, ce qu'on appelle le point oméga, qui est assez connu, qui est un point de convergence naturelle de l'humanité et du cosmos, tout entier, concentration ultime sur elle-même de la noosphère. Et ce qui couronne l'oméga, c'est la christogénèse, le développement du Christ total. Ça veut dire que la montée perçue d'une certaine présence universelle, à la fois immortalisante et unissante du Christ. Voilà. Donc ça, c'est tout un mouvement que je vais vous détailler. Alors, l'évolution cosmique ou la cosmogénèse. Alors, comme l'a bien expliqué Frédéric, au XIXe siècle, le concept de transformation des espèces par mutation des données biologiques, la sélection naturelle, donc selon Darwin, révèle un mécanisme cohérent qui introduit une vision nouvelle de la vie et de son histoire. La pensée évolutionniste a imprégné désormais tous les domaines de la biologie et a progressivement touché les sciences de la Terre et de l'univers. Teilhard est le premier à intégrer dans la notion d'évolution le développement de la pensée, incluant ainsi non seulement les espèces, la matière, mais également l'esprit. Il voit l'histoire de la vie comme une cosmogénèse, phénomène global de l'évolution du cosmos, comme un mouvement orienté et convergent, comme on disait tout à l'heure. Comprendre le monde au travers de l'évolution a conduit l'homme à voir, mais à penser aussi autrement. Et Teilhard dira « L'homme n'est pas encore achevé dans la nature, pas encore complètement créé, mais en nous et autour de nous, il se trouve encore en pleine évolution. » Donc l'évolution continue. Et pour si muove, c'est un terme de Galilée qui explique le mouvement. Frédéric a parlé du mouvement tout à l'heure. En avant, le mouvement en avant. C'est l'esprit de mouvement. Alors, Teilhard est un résistant absolu du fixisme. Il déteste les gens qui ne font rien. Donc, il dit, depuis qu'un premier homme, triomphant des apparences, crut découvrir que les natures, pas plus que les étoiles, ne sont immuablement fixées sur leurs orbites, mais que leur distribution tranquille autour de nous dessine le remous d'un formidable sillage. Et il parle beaucoup de sillage de gens qui sont sur les bateaux et qui avancent, pendant que les autres restent au port, bien sûr. Depuis qu'une première voix a retenti, criant à tous ceux qui sommeillaient paisiblement sur le radeau de la terre, « Mais nous bougeons et nous avançons !» C'est ce qu'a voulu dire Galilée. Et pour si muove, tout bouge, tout avance. Le monde, dans son état actuel, est le résultat d'un mouvement. Étudié sur une profondeur suffisante, des millions d'années, la vie se meut, c'est toujours Teilhard. Non seulement elle se meut, mais elle avance dans un sens déterminé. Non seulement elle avance, mais de cette progression, nous pouvons saisir le processus ou mécanisme expérimental. En somme, impossible d'aller en haut sans se mouvoir en avant, ni de progresser en avant sans dériver vers l'en haut. Ça, c'est du Teilhard. Anthropogénèse, c'est l'étude de l'origine et de l'évolution de l'espèce humaine qui s'inscrit au sein de l'évolution de la vie, ou biogénèse, comme vous l'avez vu, et plus profondément encore dans l'évolution cosmique ou cosmogénèse. Abordons le problème de l'homme lui-même. Teilhard parle. L'existence d'un mouvement ascensionnel de l'univers vient de nous apparaître à la lumière de la paléontologie. N'oubliez pas que Teilhard est un paléontologue. Où l'homme vient-il se placer sur la ligne de ce progrès? Si vraiment le mouvement cosmique vers la plus grande conscience n'est pas une illusion d'optique,
mais exprime l'essence même de l'évolution biologique, alors, de la courbe tracée par la vie, l'homme occupe indiscutablement le sommet. C'est dans l'avenir de l'homme. Voici que l'homme, à la fois diminué et grandi, devient la tête terrestre d'un univers en voie de déplacement psychique. L'homme, la dernière formée, la plus compliquée et la plus consciente des molécules. D'où cette conséquence que, portée par des millions d'années de psychogenèse, nous avons le droit de nous considérer comme sortis d'un progrès. Et il dit « enfant de progrès ». Progrès total. C'est bon. Nous allons aller de la biosphère à la noosphère. Avec l'esprit humain, devenu conscient de lui-même, l'arrangement des corps simples poursuit sa trajectoire dans le social et le développement de la biosphère. Tout ça, c'est l'illustration de ce que vous avez vu tout à l'heure sur la flèche. Donc le développement de la biosphère se prolonge dans la noosphère. Couche d'esprit, certains peut-être ne savaient pas bien ce qu'est la noosphère, c'est la couche d'esprit qui, par la communication des hommes étendue à la surface du globe, couvre l'ensemble de la Terre. Cette continuité du biologique et du social est un point radial de la démonstration de Teilhard de Chardin, pour qui biologie et sociologie, nature et culture se suppléent spontanément. Dans leur essence, et pourvu qu'ils maintiennent leur connexion vitale avec le courant montant des profondeurs passées, artificielles, morales et juridiques, ne serait-il pas tout simplement du naturel, du physique, de l'organique hominisé? La noosphère, par ce mot, je désigne la nappe pensante, c'est Teilhard qui parle, formée par étalement du groupe zoologique, ce que vous avez vu tout à l'heure, au-dessus et en discontinuité de la biosphère. Et cette phrase très belle, la Terre est définitivement cerclée par l'esprit. Le progrès égale la plus grande conscience. Pour Teilhard, la force vitale et motrice la plus profonde est la volonté d'augmenter le monde par davantage de progrès et de techniques, par plus de science et plus de culture. C'est très d'actualité. Du haut en bas de la série des êtres, tout se meut, tout se hisse, ça c'est Teilhard, s'organise dans un même sens qui est celui de la plus grande conscience. La seule réalité qui soit au monde est la passion de grandir. Ça, c'est dans la vision du passé. Le progrès n'est pas ce que le vulgaire pense et ce qu'il s'irrite de ne jamais voir arriver. Le progrès, ce n'est pas immédiatement la douceur, ni le bien-être, ni la paix. Il n'est pas le repos. Il n'est pas même directement la vertu. Essentiellement, le progrès est une force, et la plus dangereuse des forces. Il est la conscience de tout ce qui est et de tout ce qui se peut. Dût-on exciter toutes les indignations et heurter tous les préjugés, il faut le dire parce que c'est la vérité, deux points. Être plus, c'est d'abord savoir plus. Vous trouverez ça dans l'exposition d'ailleurs, cette phrase. Avoir une plus grande conscience. Le travail alors prend un sens particulier et notamment le travail de recherche. Aussi sacré que celui du prêtre, dit Teilhard. S'il y a des chercheurs ici. Puisqu'il faut construire le monde en s'unissant, en s'aimant, au prix même de la souffrance qui est le lot commun de notre condition humaine. L'unification sociale. Tout se meut dans l'univers dans le sens de l'unification. Avec l'apparition de l'homme dans la nature, ce fut bientôt la ruée de la masse humaine pour la possession de la terre. Et notre époque se caractérise justement par le stade de la prise en bloc, entre guillemets, de toute l'humanité sur elle-même, par une montée continue de l'unification sociale. Cet avenir, c'est avant tout l'avenir de l'homme. L'évolution biologique semble arrêtée, elle a cédé sa place à une évolution sociale. Toute augmentation de conscience transforme nécessairement l'homme et le monde. Pour Teilhard, être plus, c'est s'unir davantage. Être et être un sont identiques. Et alors, l'achèvement du monde ne peut être qu'un acte d'unification.
une vaste montée à partir du multiple vers l'unité. Vous avez vu là. L'unification ne peut être qu'un geste consciemment voulu par une liberté réfléchie. L'arrangement optimum en vue d'une humanisation maximale ne peut être alors que le fruit d'une vision commune, c'est-à-dire d'une science universellement admise, où toutes les intelligences se joindront dans une connaissance des mêmes faits, interprétés de la même façon. Et on est au niveau de l'union créatrice, que vous avez vu tout à l'heure. L'union créatrice, qu'est-ce que c'est? Là, c'est les réponses de Teilhard. L'union créatrice est la théorie qui admet que dans la phase évolutive du cosmos, seule connue de nous, tout se passe comme si l'un se formait par unification successive du multiple. Ce sont des unifications qui ne s'interpénètrent pas. Elles sont toutes différentes, mais c'est elles qui donnent cette notion d'unité. L'union créatrice est la direction d'où sort pour nous le monde. À l'origine du temps, le monde se découvre à nous émergeant du multiple, imprégné et ruisselant du multiple. Le monde est déjà depuis longtemps en proie à une multitude d'âmes élémentaires qui se disputent sa poussière pour exister en l'unifiant. Nous ne pouvons en douter, la matière dite brute est certainement animée à sa manière. Atomes, électrons, corpuscules élémentaires doivent avoir un rudiment d'immanence, c'est-à-dire une étincelle d'esprit. L'oméga cosmique. Poursuivant ce raisonnement et refondant dans la pensée scientifique le messianisme chrétien et l'idée du royaume de Dieu, Teilhard imagine l'unification de tous les êtres au sein d'un corps ou d'un esprit cosmique situé au plus haut degré de la complexité conscience, point ultime de l'évolution, qu'il nomme oméga cosmique. Teilhard dit « Il n'y a qu'une manière de s'aimer, c'est de se savoir surcentrer tous ensemble sur un même ultracentre commun. Aimez-vous les uns les autres en reconnaissant au fond de chacun de vous le même Dieu naissant. » Cette parole, prononcée d'abord il y a 2000 ans, tend à se découvrir aujourd'hui comme la loi structurelle essentielle de ce que nous appelons progrès et évolution. Elle entre dans le domaine scientifique des énergies cosmiques et des lois nécessaires. La foi en l'avenir. Cette conception témoigne d'un effort de lucidité remarquable pour démasquer les postulats présents à l'origine de certains systèmes de pensée et montrer qu'ils sont des hypothèses courantes. De même, tout homme pose implicitement un tel acte pour autant qu'il pense et dans la mesure où il agit. Teilhard a donc très nettement pris en compte cette orientation du sens moderne de la vie. À son avis, la prise de conscience de notre liberté et de notre responsabilité de l'avenir est une conquête précieuse et définitive de la destinée humaine. Et cela malgré les erreurs et les méprises auxquelles elle peut encore donner lieu. Nobody is perfect. Cette analyse se vérifie concrètement au niveau de notre civilisation, dont la foi en l'avenir est le credo implicite. Si Teilhard parle autant de l'avenir, c'est que c'est un paléontologue et que donc il s'appuie sur le passé pour voir l'avenir. Il dit « Je ne peux pas prévoir l'avenir, mais je le vois ». Cette analyse se vérifie concrètement au niveau de notre civilisation, dont la foi en l'avenir est le credo implicite. Toutes les recherches pour une meilleure connaissance du passé, pour une domination plus grande de la nature, pour une amélioration de la vie sociale et économique, toutes ces recherches en tout domaine ont amené l'homme moderne à cette conclusion. Rien ne vaut la peine d'être trouvé que ce qui n'a jamais existé encore. La seule découverte digne de notre effort est de construire l'avenir. Nous sommes dans la découverte du passé. Voilà. De nouveau, 4 ans plus tard, dans la mystique de la science, à bon droit ou à tort,
L'homme moderne a placé son intérêt et son esprit dans quelques destinées illimitées au-delà de lui-même. Et c'est pour l'exploration et la conquête de cet avenir que nous nous trouvons tous embarqués. Il y a toujours cette notion de bateau, d'embarquement, d'avancer en avant sur les vagues. Espérance en un futur sans bornes, les deux caractères essentiels d'une religion. La foi au progrès. Il y a ceux qui croient au progrès et ceux qui n'y croient pas. Ce qui finalement tend à séparer en deux camps les hommes d'aujourd'hui, ce n'est pas la classe, mais un esprit, l'esprit de mouvement. Ici, ceux qui voient le monde à construire comme une demeure confortable, et là, ceux qui ne peuvent l'imaginer que comme un organisme en progrès. Le nom moderne de l'Homo sapiens, ça c'est Teilhard qui parle, le nom moderne de l'Homo sapiens, c'est désormais celui de l'Homo progressivus, en latin. Teilhard voyait dans la notion de progrès la base idéologique commune, indispensable à l'instauration d'un véritable humanisme et d'un véritable internationalisme de type personnaliste, mais aussi religieux. La vie est une montée en avant. Par tempérament, l'homme est tourné vers ce qui se fait. Il est passionné non seulement par ce qu'il devient, mais par ce qui vient. Notre savant est bien l'héritier de la civilisation moderne, qui ne cherche plus à répéter le passé, mais à construire un avenir à sa mesure. Nous croyons au progrès. Nous croyons au progrès et nous le reconnaissons autour de nous, dans l'extension des découvertes scientifiques, dans l'ébauche des organismes collectifs, dans l'éveil des sentiments humanitaires et des sympathies pour l'universel. C'est dans mon univers. Nous croyons. Il y a chez lui une mystique humaine du progrès qui est exaltante, mais qui tend à majorer les signes positifs et à minimiser les échecs, les reculs de la civilisation, et donc les risques toujours possibles d'une décadence de l'humanité. L'idée de progrès n'exclut pas les reculs partiels, les régressions momentanées. La marche du progrès ne s'inscrit pas sur une ligne droite, mais en zigzag. Loi d'irrégularité, alors là c'est Teilhard qui parle. Loi d'irrégularité dans la croissance, les progrès s'effectuent pour chaque spécialité par saut et par saute. Vous ne connaissez pas ce terme. Tantôt ici et tantôt là, tantôt vite et tantôt lentement. Il y a des couches terrestres qui sont lentes à monter des montagnes et puis d'autres qui sont très rapides. Et elles sont ensemble. C'est dans Science et Christ. La poussée vers la recherche. Cette montée d'énergie humaine spiritualisée n'est pas que quantitative, elle est aussi qualitative. Teilhard en découvre le signe dans la poussée vers la recherche. Je regarde, écrit-il, ce phénomène de la généralisation de la recherche parmi les hommes. Il y a un siècle, c'était une fonction presque inconnue. Or, maintenant, un grand nombre d'hommes sont gagnés par le démon de la découverte. Et ils se forment des voûtes partielles qui développent ensemble des visions communes. Deux points, c'est de l'énergie spirituelle vraiment qualifiée. Si la recherche envahit de plus en plus l'activité humaine, et là c'est Teilhard qui parle, ce n'est ni fantaisie, ni mode, ni hasard, mais c'est tout bonnement que l'homme, devenant adulte, se trouve irrésistiblement conduit à prendre en charge l'évolution de la vie sur Terre et que la recherche est l'expression même, à l'état réfléchi, de cet effort évolutif, non seulement pour subsister, mais pour être plus, non seulement pour survivre, mais pour supervivre irréversiblement. La recherche est la forme sous laquelle se dissimule et opère le plus intensément dans la nature autour de nous le pouvoir créateur de Dieu. L'avenir de l'homme. Le sens du progrès technique. Mais pouvons-nous progresser encore bien longtemps
C'était la question de Frédéric. Peut-on progresser encore bien longtemps? Du fait même de la prépondérance du primat accordé à la matière, l'esprit perdait sa valeur et même sa réalité, si bien que le progrès se trouvait implicitement privé de tout sens, et même de carrière définissable. Il y a en ce moment, c'est indiscutable, une crise intellectuelle et morale du progrès. On a vu ça tout à l'heure. Vers la construction d'un avenir humain, nous ne savons plus toujours très bien s'il est possible ni bon de chercher à aller plus loin. Bonne question. Du point de vue scientifique, il y a des scientifiques ici. Du point de vue scientifique, la véritable difficulté posée par l'homme n'est pas de savoir s'il est le siège d'un progrès continu, mais c'est bien plutôt de concevoir comment ce progrès va pouvoir se poursuivre longtemps au train où il va, ou dont il va sans que la vie n'éclate elle-même ou ne fasse éclater la terre sur laquelle elle est née. Il le dit. Mais c'est plutôt de concevoir comment ce progrès va pouvoir se poursuivre longtemps au train dont il va, sans que la vie n'éclate sur elle-même ou ne fasse éclater la terre sur laquelle elle est née. Science et foi. Une société progresse en devenant plus consciente de ses responsabilités humaines. Voilà l'acte de foi de base. Je prends une seconde. Un nouvel humanisme chrétien, centré sur la dignité de la personne humaine, voilà ce que Teilhard a permis de comprendre, car le monde ne progresse véritablement que par la consolidation du bien commun, des conditions de vie sociale permettant aux personnes, aux familles, aux groupes, aux tribus, d'atteindre leur véritable accomplissement. La prospérité matérielle est un élément de ce progrès véritable, mais elle n'est pas seule, et surtout elle n'est pas le plus important. Pour que l'homme trouve une raison d'agir et assume son destin, il lui faut cette foi au progrès, entre guillemets, qui est dans son fond, il faut bien en convenir, d'essence religieuse. Pour que l'homme aboutisse, Teilhard parle, pour que l'homme aboutisse au terme naturel de son développement, il faut de nécessité énergétique que dans l'humanité en voie de totalisation, la tension ou température religieuse monte de plus en plus. Ce que Teilhard a vu, c'est la possibilité d'unir l'amour de Dieu et l'amour du monde, d'avancer grâce à la foi et grâce à la science conjointement, d'élaborer une mystique chrétienne, non plus d'évasion du monde, mais d'assomption de toutes les valeurs terrestres. Vivre sa foi chrétienne et contribuer à la répandre par son propre témoignage et la diffusion de sa pensée, telle fut sa préoccupation essentielle et permanente. Et parce que nous vivons dans un monde évolutif de nature convergente, nous devons tendre à cette forme nouvelle de vie sociale, où la justice, l'harmonie et la vie spirituelle trouvent leur réalisation. Cela ne peut se faire qu'en prenant appui sur des valeurs humanistes universelles, dans le christianisme de l'Évangile, tel qu'il est compris et vécu par Teilhard. Et nous arrivons à la conclusion, qui va rejoindre celle de Frédéric. C'est un poème, car Teilhard est un poète. Les sages sourient ou se fâchent quand on parle de progrès. Ils énumèrent avec complaisance les scandales de l'heure, ou bien ils arguent du péché originel pour prouver que rien ne peut sortir de bon de la terre. Laissons de côté ces pessimistes qui semblent n'avoir jamais interrogé ni l'histoire, ni la raison, ni le cœur. Se doutent-ils seulement, ces hommes, que leur scepticisme irait logiquement à rendre le monde incompréhensible et à tuer en nous l'action? Dites que la conscience n'est pas meilleure que l'inconscience. Dites aussi que l'homme, pour agir, n'a pas besoin de savoir que son effort est utile. Et alors vous aurez nié l'existence et la nécessité du progrès.
Mais du même coup, vous aurez détruit par vos théories nos véritables raisons de vivre. Merci Anne, merci beaucoup pour cette vue du progrès selon Teilhard qui est très très complète. Nous allons maintenant passer à la séance des questions. Il y a un certain nombre de questions qui sont sur Internet, mais on va peut-être commencer, je dirais, par les questions qu'il pourrait y avoir ici. Donc, y a-t-il des questions pour Frédéric ou pour Anne, en fait, sur... Pas de questions. Alors, on peut peut-être passer au... En fait, il y avait une question de Monsieur Loira, qui est pour toi, Frédéric. L'humanisme est lié au capitalisme. Peux-tu développer ? L'humanisme est lié au capitalisme. Il semblerait que Je ne crois pas avoir dit ça. Ah non, ou alors peut-être toi... Ah, transhumanisme, oui, non, transhumanisme, oui. Non, le transhumanisme, oui, tu l'as dit, transhumanisme est lié effectivement au capitalisme, voilà, ça on peut dire. Le transhumanisme est... Alors, comment dire on dit rarement qu'on fait le... Quand on fait le mal, on dit qu'on fait le bien. Enfin, je dis pas que... Voilà, il est rare de dire qu'on fait objectivement le mal. Donc, moi, je considère que... la plupart des projets transhumanistes sont vendus, et le terme est choisi à dessein, pour prétendument améliorer l'homme, mais en réalité sont mus par le capitalisme, puisqu'il s'agit à chaque fois de marché. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail et être polémique, mais ce sont d'ailleurs à chaque fois des sociétés souvent de technologie, souvent extrêmement puissantes, souvent extrêmement opulentes, qui font, c'est tout à fait normal, parce que c'est une recherche qui est extrêmement coûteuse, donc il faut bien financer, dont l'intérêt général, bien qu'il soit déclaré, ne saute pas aux yeux, et donc il s'agit, à mon avis, de faire des profits dans le cadre d'un capitalisme qui est un fait total, voilà, et qui se répand dans toutes les... qui n'a pas de limite en soi, et qui se répand dans toutes les sphères de l'activité humaine, y compris là où c'était autrefois, où nous étions en principe autrefois préservés. Donc je pense que le transhumanisme, en effet, est intrinsèquement lié au capitalisme. Oui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on observe, effectivement, c'est que le transhumanisme actif. Enfin, ceux qui le développent, effectivement, c'est la Silicon Valley. Tout à fait. Ça a commencé avec Kurzweil. Alors, c'est pas entièrement exactement, puisque vous avez... moi, j'avais... En Chine aussi, par exemple, il y a des choses qui se font en Chine qui sont un petit peu inquiétantes, on va dire. Voilà, mais c'est une question de degré, en fait, aussi souvent. Et, voilà. Mais pour moi, c'est indubitablement lié, indissociablement. Bon, après, ça peut être aussi une philosophie. Même pour ceux qui n'ont pas les moyens, je dirais, de développer ou d'agir dans le transhumanisme, pourquoi pas ? Peut-être que certaines personnes peuvent être transhumanistes philosophiquement. Oui, mais ça requiert, alors pour le coup, ça requiert un technicisme, un progrès technologique. Oui, tout à fait. Voilà, qui est extrêmement coûteux. Et, enfin, c'est même d'ailleurs sa définition. C'est la définition du transhumanisme, c'est de dépasser l'homme devant un nouvel homme par le progrès technologique, lequel est nécessairement coûteux. Voilà. Peut-être qu'à d'ailleurs à ce sujet, on peut dire que Anne, tu parlais de l'ultra-humain de Teilhard de Chardin, et il faut surtout pas faire de confusion. L'ultra-humain, c'est un ultra-humain spirituel et pas du tout un ultra-humain mécanisé, augmenté avec des circuits imprimés. Alors moi, j'ai entendu beaucoup de gens s'autoriser, à tort évidemment, de Teilhard de Chardin, enfin beaucoup de transhumanistes s'autoriser de Teilhard de Chardin. Ah oui. Ah, tout à fait, ouais.
À tort, bien sûr, évidemment à tort. Voilà, pour justifier l'éventuelle fusion entre l'homme et la machine, c'est l'être complet. Enfin voilà, ce serait l'hominisation ou je ne sais. Voilà, mais évidemment à tort. Oui, Mais... on va profiter de la soirée pour effectivement tuer définitivement ce mythe. Teilhard de Chardin n'était pas transhumaniste et il faisait pas de science-fiction parce qu'effectivement Teilhard est très connu dans les romans de science-fiction et toujours avec une déviance transhumaniste. Donc ça n'était pas lui, ça devait être quelqu'un d'autre. Une question pour toi, Anne, qui revient effectivement au schéma de départ avec cette grande courbe, cette grande flèche de montée et de convergence vers un point oméga. Alors effectivement, Marie-Pierre Juseau nous demande, mais où positionner l'IA dans un tel schéma? Fait-elle partie de la conscience ou se développe-t-elle par elle-même? En fait, c'est toute la problématique. L'IA est-elle une conscience? Et y a-t-il une conscience artificielle ou pas? Moi, j'ai un point de vue, mais toi... Non, effectivement, je pense que l'IA, aujourd'hui, c'est un outil. C'est un outil très puissant, mais l'IA n'a pas de conscience. Et la conscience artificielle, c'est un grand débat, assez médiatisé. Vous avez peut-être vu d'ailleurs la guerre entre Elon Musk d'un côté et Yann LeCun de l'autre. En fait, d'un côté, effectivement, Yann LeCun, qui est un Français d'ailleurs, mais qui est un scientifique reconnu et scientifique voulant dire qu'il ne fait pas de technologie, il fait de la science. Il travaille à faire évoluer les algorithmes, à faire évoluer l'intelligence artificielle. Il ne fait pas de technologie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'implémente pas. Et c'est souvent d'ailleurs le passage de la science à la technologie qui est le passage de éthique ou pas éthique. C'est-à-dire qu'en fait, la science, par définition, elle n'a pas de notion d'éthique. C'est la science, c'est la découverte. Et Teilhard de Chardin, là-dessus, on lui a aussi reproché ce côté, qui est reproché en ce moment à Yann LeCun d'ailleurs, qui consiste à dire oui, mais la science doit chercher. Après, ce qu'on fait avec la science, c'est la technologie. Et la technologie, Curie travaillait sur la radioactivité. On a décidé de faire une bombe atomique, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu tous les chercheurs sur la radioactivité, on n'aurait pas fait de bombe atomique. Bon, voilà. Ou sur l'atome. Donc oui, donc la science, pour en revenir à la conscience, je pense qu'elle ne serait pas sur le schéma à l'heure actuelle, tout simplement, pas encore. Elle est tout simplement dans tous les outils qu'utilisent l'homme pour évoluer. Effectivement, par contre, elle est définitivement dans le progrès et elle est définitivement un outil pour l'homme pour accéder, mais elle n'est pas un point sur le schéma aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Quelqu'un me... Permettez-moi d'ajouter un mot à cette réflexion. Il faut bien comprendre, à propos de l'intelligence artificielle, par exemple, que connaissance, ce n'est pas conscience. La connaissance est une accumulation d'informations. Et grâce à ChatGPT, l'intelligence artificielle, on peut en avoir d'une façon incommensurable, infiniment plus grande que celle qu'on pouvait avant, et même d'une façon en temps réel. C'est extraordinaire la capacité de mémoire des ordinateurs. Mais ceci ne leur donne pas la conscience. La conscience a une dimension morale que seuls les hommes ont. Que seuls les hommes ont. C'est ça la prérogative de l'homme. Voilà, d'autres points de vue sur cette notion de conscience émotionnelle, hein. Aussi, on dit que la conscience, un des problèmes pour lesquels les ordinateurs ne peuvent pas avoir de conscience, c'est qu'ils n'ont pas d'émotions. Et pour avoir des émotions, il faut avoir un corps, hein. Nos émotions viennent de nos petits bobos, nos bonheurs et nos bobos. C'est ça qui fait qu'on est bien ou on est mal. Et c'est ce qui influe, et c'est ce qui, semblerait-il, donne accès à la conscience. Donc il faudrait des ordinateurs qui souffrent. Et c'est aller à l'inverse de ce qu'on fait, parce qu'on fait des ordinateurs qui résistent très très bien, justement, à toute déformation ou à n'importe quoi. Donc il faudrait faire des soft ordinateurs qui souffrent, peut-être. Donc une autre question.
qui revient en fait, c'est pas forcément pas étonnant, mais qui revient de Marie-Lys ou Mélisse Gillier. Peut-on dire que l'Internet préfigure en quelque sorte une illustration de la noosphère? N'est-ce pas justement une nappe pensante? Non, tu peux répondre. Oui, alors donc Anne nous dit oui. Alors ceci dit, oui, peut-être une préfiguration, parce qu'en fait, ceci dit, il ne faut pas oublier que l'Internet, c'est un réseau. Donc en fait, l'Internet, encore une fois, il permet une conscience peut-être, il peut être le véhicule d'une conscience planétaire, mais il n'est pas une conscience planétaire. Il reste le cerveau au bout. C'est un maillage, voilà, c'est ça. Donc effectivement, alors je vais faire un peu de publicité pour la revue Noosphère de l'association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin, dans lequel il y a un article sur effectivement les nouvelles technologies, l'Internet. Préfigure-t-il la noosphère? Et voilà, et je peux vous annoncer qu'il y en aura un autre qui s'appelle l'intelligence artificielle préfigure-t-elle la noosphère à la fin de l'année? La noosphère n'a pas attendu Internet pour exister. Les hommes ont communiqué, ils ont échangé des pensées, des connaissances bien avant. Oui, je disais, la noosphère n'a pas attendu Internet pour... la noosphère n'a pas attendu Internet. Les hommes ont commencé à communiquer bien avant, au temps d'Aristote, au temps de Platon. Les gens, les philosophes, j'ose pas dire les scientifiques, mais ceux qui possédaient une certaine connaissance, échangeaient déjà par des livres, par la parole. Donc Internet n'est qu'une partie, un outil, encore une fois, de la noosphère. D'autres, nos jeunes chercheurs ou nos jeunes scientifiques du plateau qui sont là, profitons de votre présence. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de l'intelligence artificielle par rapport à une conscience collective? C'est pas un piège, hein. Vous voulez pas intervenir? Comment? La question? Non, non, non. Bon. D'autres questions? Je pense qu'on pourrait parler très longtemps, effectivement, de cette flèche du progrès actuel qui est l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies de l'information et de l'ère de l'information tout court, bien évidemment. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que Teilhard de Chardin préfigurait tout ça. En fait, alors pour lui, il parlait de radio, mais déjà à son époque, le fait qu'on ait un réseau radio qui puisse permettre de connecter les gens sur l'ensemble du globe et qu'on commence à avoir des avions qui commencent à pouvoir circuler très rapidement, c'était un signe de cette évolution, de cette montée vers la noosphère, de cette concentration et de cette convergence. Parce que effectivement, la durée étant abolie, je peux parler avec quelqu'un qui est de l'autre côté du globe, je peux même visiter virtuellement une ville qui se trouve à l'autre côté du globe en temps réel. N'ayant aboli la durée, l'homme a raccourci effectivement le rapport à l'autre. Donc effectivement, et ça, donc Teilhard, bien évidemment, n'a pas vu l'avènement de l'Internet, mais voyez quand même les technologies qui faisaient accélérer la circulation de l'information. Ce qui revient à ce que vous disiez, Monsieur Vessia, circulation de l'information, c'est la connaissance, certainement base de la conscience, mais ça n'est pas la conscience. Il y avait un article du Monde, je crois, qui s'intitulait « Teilhard, prophète du net, point d'interrogation ». Je pense que cet article a fait beaucoup de mal. Pourquoi ? Pour ce que je viens de dire, parce que la noosphère n'a pas attendu Internet. Non, c'est une évolution. C'est noogénèse, hein. C'est pas noosphère, c'est noogénèse.
Teilhard lui-même parlait de noogénèse, pas de noosphère, parce que noosphère voudrait dire que c'est statique. Et comme le disait très bien Anne, par définition, c'est dynamique. Donc c'est une genèse constante. Sauf peut-être quand on arrivera à oméga. Et là, ça sera un autre état. Voilà. D'autres questions? Ah, je vois que... Oui, alors, vous voyez que quand je regarde mon téléphone, c'est pas parce que je suis en train de parler avec des copains, hein, c'est parce que je reçois les questions sur le téléphone. Donc, Monsieur Mortier ou J. Mortier. Ou alors, c'est étonnant parce que ça aurait pu être Jeanne Mortier, mais bon, non, ça peut pas. Ça peut pas. Voilà. Jeanne Mortier était la légataire universelle de Teilhard de Chardin, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, Monsieur ou Madame Mortier, je ne sais pas, un J. La physique de la conscience et certains scientifiques pensent que la conscience ne dépend pas du cerveau. Qu'en pensez-vous? Alors, peut-être que cette personne fait référence au modèle de Damasio. Damasio est un neuroscientifique qui a beaucoup écrit, enfin, c'est récent, hein, Damasio, c'est un contemporain qui écrit en ce moment avec les technologies que l'on connaît, etc., qui rapporte la conscience, effectivement, à l'homéostasie. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, les organismes unicellulaires réagissent. Quand ils ont mal, enfin, ce qui est mauvais pour eux, ils l'évitent. Ce qui est bon pour eux, ils y vont. Ils savent se mettre en colonie pour améliorer leur vie. Et ils savent se reproduire et avancer, etc. Alors, donc, dans ces organismes unicellulaires, il y a zéro conscience, zéro intelligence. Néanmoins, il y a une homéostasie. Et puis, d'après Damasio, cette homéostasie des organismes monocellulaires évolue vers le pluricellulaire en développant un réseau nerveux, qu'on pourrait voir à l'Internet. Et ce réseau nerveux, à un moment donné, se centralise. Alors, ce réseau nerveux, son seul but, c'est de synchroniser les différents éléments homéostatiques du corps et évolue vers un cerveau, d'abord primitif et ensuite un cortex, qui traite encore mieux l'information qui lui vient de l'homéostasie. Et donc, il y a effectivement un transfert du bas vers le haut et du haut vers le bas. Donc, en fait, mais ce n'est pas un cerveau qui contrôle tout. C'est-à-dire c'est un cerveau qui harmonise une conscience qui vient de partout. C'est la théorie de M. Damasio. Je ne dis pas que je la... Donc, c'est peut-être de ça dont il parle, dont la personne veut parler. En tout cas, pour Teilhard de Chardin, ce n'est absolument pas le cas, puisqu'en fait, Teilhard de Chardin, pour lui, la conscience vient de la complexification du cerveau, donc la complexification céphalique. Et donc, effectivement, quand tu parlais tout à l'heure de la flèche, à un moment donné où l'homme était mal positionné entre un infiniment petit et un infiniment grand de Pascal, l'homme n'était ni infiniment grand ni infiniment petit. Donc, il est toujours des plus petits que lui ou des plus grands que lui. Donc, il était au milieu, donc moyen, on va dire. Le seul axe sur lequel il est infiniment grand, c'est la complexification céphalique. Et donc, effectivement, pour Teilhard, il n'y a pas de doute, la conscience prend naissance dans cette d'ailleurs, prend naissance dans cette complexification céphalique du cerveau. Et il y a émergence de la conscience réfléchie grâce à la complexité du cerveau. Pour lui, complexification de la matière. En fait, pour lui, c'est la complexification de la matière. Donc, cette vision donc d'une conscience dont parle la personne non, qui ne viendrait pas du cerveau, c'est pas teilhardien. On peut dire Teilhard, il ne serait pas d'accord. Le cerveau humain. Voilà, le cerveau humain est l'absolu chef-d'œuvre. Oui. C'est-à-dire que pour Teilhard de Chardin, à partir du cerveau humain, la complexification se fait entre cerveaux, d'où l'arrivée vers une conscience collective. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus de complexification physiologique. L'homme d'aujourd'hui ressemble à l'homme il y a 2000 ans.
Mais par contre, effectivement, ce qui change, effectivement, c'est cette complexification psychique dont il parle, effectivement, et qu'à partir de l'homme et à partir de l'émergence de la conscience réfléchie, on passe à une autre ère qui est l'ère de la complexification psychique et non plus physique. Oui, je disais qu'il suffit de se reporter aux grottes. Nous en avons un certain nombre en France, mais pas qu'en France, n'est-ce pas? Où il y a de l'art préhistorique pariétal. Eh bien, on s'aperçoit, en regardant parfois simplement des dessins d'animaux, de mains plaquées sur le mur, qu'à travers ces signes, il y a la transmission par un langage symbolique de ce à quoi nous croyons. Moi, j'ai été dans ces grottes et une vibration vous prend parce que vous êtes saisi du fait que vous communiquez avec des hommes d'il y a des millions d'années. C'est extraordinaire. C'était déjà le cerveau humain tel qu'il est aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je pense qu'il est 20h30. La réalité, c'est que nous arrivons à l'issue de cette soirée. Merci beaucoup. Alors, je voudrais m'excuser auprès de Monsieur Jacques Mortier. Donc, effectivement, m'excuser tout simplement parce qu'on ne savait pas si c'était Monsieur ou Madame. Donc, effectivement, Monsieur Jacques Mortier. Je ne sais pas si on a répondu à la question sur la conscience, donc qui ne vient pas du cerveau. On a évoqué Damasio. Peut-être il y a d'autres choses. Nous serions tout à fait heureux de continuer à échanger. En tout cas, pour l'instant, merci beaucoup.